Salut! Je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois d'avril et vous allez voir que si j'ai été plutôt raisonnable jusque-là en 2023, et bien en avril, pas du tout. Voilà. Du coup, j'ai quand même acheté pas mal de choses. Il faut dire que j'avais déjà fait quelques emplettes et puis qu'il y a eu le festival Westurland à la fin du mois et c'était vraiment top, mais du coup ça n'a pas aidé côté pile à lire. On va commencer du côté des services presse. J'en ai reçu 3. On est sur une bonne thématique de couleurs. Tout d'abord, de la part de Albin Michel, j'ai reçu Immersion par Emiliano Podi. C'est un titre qui me faisait bien envie. Il parle de Leni Riefenstahl. Je suis désolée pour la prononciation, vraiment j'y arrive pas. Donc c'est une réalisatrice qui a été très connue pour être la réalisatrice d'Hitler, puisque c'est elle qui a réalisé pas mal de films qui servaient de propagande dans l'Allemagne nazie. C'est un titre qui est assez court, c'est un roman d'un auteur italien qui est traduit pour la première fois en France. Je sais pas si c'est aussi son premier roman tout court, mais voilà, en tout cas ça me disait plutôt bien, j'aime bien les romans historiques, donc voilà. J'ai eu la très bonne surprise de recevoir Manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale par Brandon Sanderson. Alors je suis désolée pour les reflets, il est encore sous blister, c'est l'édition collector. J'étais pas spécialement censée la recevoir, mais comme j'avais reçu la première édition, donc Tress, le premier des 4 romans collector, en fait ils m'ont également envoyé celui-ci. Ça a l'air d'être un titre particulièrement barré, puisqu'en gros on a un homme qui apparemment a un gros flingue et qui se retrouve projeté dans l'Angleterre médiévale, dans un monde un peu type fantasy, si je crois, il me semble. Et qui va du coup se mettre à la recherche du manuel de survie écrit par le sorcier frugal qui est censé du coup pouvoir l'aider. Ça a l'air quand même très spécial. C'est pas la première fois que Brandon Sanderson fait des romans comme ça assez barrés. C'était notamment le cas de sa série jeunesse quand même Alcatraz qui est bien perché. Très sympa mais bien perché. Du coup là, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. À mon avis ce sera assez drôle. C'est pas forcément ce qui me parle le plus dans le travail de Sanderson, mais je pense que ce sera sympa à lire. J'ai également reçu Je déteste les comédies romantiques par Ciara Smith aux éditions Slalom. Celui-ci c'est une traduction, c'est une romance entre un couple lesbien et apparemment je crois que l'une des deux est fan de comédies romantiques et l'autre non. Et quand elles vont commencer à sortir ensemble, elles vont un peu reproduire des images clichés des comédies romantiques, si j'ai bien compris, pour faire plaisir à celle à qui ça plaît. Donc voilà, ça avait l'air assez sympa. Les retours que j'ai vus dessus disent que c'est vraiment mignon comme récit. Ensuite, au mois de mars, j'avais acheté assez peu de livres parce que je voulais faire attention déjà d'une part au niveau de ma pile à lire et puis également parce que j'avais à un moment beaucoup de lectures en cours et du coup je m'étais fixée de finir toutes ces lectures en cours avant d'en acheter. Finalement je les ai toutes finies vraiment sur la fin du mois de mars et donc du coup début avril j'ai enfin pu aller chercher les sorties que j'attendais. D'ailleurs je vous ai préparé une petite vidéo sur les sorties que j'attends et que j'attendais le plus pour 2023. Donc ça devrait venir assez prochainement sur la chaîne, il faut que je la monte. Tout d'abord il y avait bien entendu donc Persona par Yelena, donc le livre 1, celui-ci il est sorti mi-mars mais j'étais justement en pleine lecture de 50 000 trucs différents, donc voilà, du coup je l'ai déjà lu, je vous en reparle très prochainement, j'ai beaucoup aimé. J'ai également acheté bien entendu le tome 3 de Capitale du Sud, donc Les Contes suspendus par Guillaume Chamanadjian, c'est la conclusion de Capitale du Sud. Il restera encore la conclusion de Capitale du Nord pour vraiment conclure le projet global de la Tour de Garde, qui est une série de fantasy française écrite par 2 auteurs, avec donc Capitale du Sud et Capitale du Nord, qui sont 2 histoires qui se croisent et se rejoignent. Et forcément voilà, j'avais hâte de le lire. Il est sorti début avril et du coup je l'ai acheté je crois quasiment à sa sortie. Je l'ai pas encore lu mais j'espère trouver le temps très bientôt de m'y plonger. Et puis le petit dernier que j'ai acheté pareil quasiment à sa sortie, il s'agit de Mémoires de la forêt, le tome 2, donc les carnets de Cornelius Renard, illustré par Sanoé et écrit par Michael Brun-Arnaud. J'avais beaucoup aimé le premier tome. On est à nouveau sur un super chouette objet livre. Dans le premier on avait pas mal de photos, ici on est vraiment sur des pages de carnet et puis toujours les illustrations incroyables de Sanoé. À peu près au même moment, je me suis également procuré 3 mangas des éditions Kiun. Tout d'abord, je me suis procuré L'Éden des sorcières, le tome 4 par Yumeji. Le tome 5 vient de sortir. J'avais beaucoup aimé le tome 1, un petit peu moins le tome 2, pas trop accroché au tome 3. Donc voilà, j'espère que ce tome 4 va remonter la pente et que du coup j'aurai très envie d'aller me ruer sur le tome 5 en librairie. J'ai également acheté les tomes 12 et 13 de Bright Stories
J'avais lu tous les autres tomes en médiathèque, mais ils n'avaient pas ceux-là et j'arrive pas à les trouver d'occasion ou en médiathèque, donc ouais, j'ai fini par les acheter. Et pareil, pour le coup, c'est le tome 14 qui vient de sortir après 2 ans de pause depuis le tome 13. Du coup, Bright Story, c'est vraiment une série que j'adore jusque-là. Donc je me doute très fortement qu'à la fin de ces 2 tomes, j'aurai envie d'aller acheter le tome 14. Et ensuite, comme je vous disais, donc il y avait West-Hurlant à la fin du mois, le tout dernier week-end, le week-end du 29-30. Et j'ai fait ce que je fais assez régulièrement, à savoir que je passe chez Gibert avant le salon pour pouvoir acheter certains livres, pour pouvoir déjà les lire et essayer d'en lire en tout cas, pour voir ce que je fais dédicacer, parce que j'évite globalement de faire trop dédicacer de livres que je n'ai pas encore lus, même si vous allez voir que j'ai fait des achats à West-Hurlant, donc j'ai fait dédicacer des livres que j'ai pas lus, mais bon voilà, en général j'essaye de faire un petit peu attention par rapport à ça, et puis surtout parce qu'en fait j'avais une grosse cagnotte, il m'en reste encore d'ailleurs chez Gibert, et du coup je me suis dit tant qu'à faire, autant en acheter une partie chez Gibert avec ma cagnotte, donc sans rien dépenser, avant d'aller claquer, toute ma thune à West-Hurlant. Tout d'abord, je voulais vraiment acheter Sirem et l'oiseau maudit par Yasmine Djebel, c'est aux éditions Rajo, et je suis très contente de l'avoir acheté parce qu'il a été en rupture de stock super rapidement à West-Hurlant dès la première matinée. J'avais juste commencé à West-Hurlant, mais finalement j'avais pas eu le temps de le lire avant. Par contre, je l'ai fini là juste tout à l'heure et j'ai vraiment bien aimé. On est sur un récit de fantasy qui se passe dans un univers plutôt d'Afrique du Nord, et c'était vraiment très chouette, je suis très contente, et du coup j'ai pu le faire dédicacer à West-Hurlant. Je voulais également me procurer Cemetery Boys par Hayden Thomas, puisqu'il était en dédicace. Celui-ci pour le coup je vais pas le lire tout de suite parce que ça se passe vraiment dans une ambiance très Halloween, donc je vais le garder plutôt pour l'automne, mais il était en occasion à Gibert, donc ça m'a permis de le payer moins cher. Pour ce qui est de ce récit-là, de ce dont je me souviens, on est sur un récit qui est pas mal ancré dans la culture mexicaine, et on a un jeune homme qui, je crois, est trans et qui est un sorcier, et il va essayer de ramener quelqu'un d'entre les morts, sauf qu'il va se tromper et il va pas ramener la bonne personne. J'avais vu vraiment de bons retours déjà quand il était sorti en VO, et du coup j'ai vraiment très envie de pouvoir le découvrir. J'ai également fait un autre achat, alors pour le coup c'est un achat que je voulais faire depuis un petit moment déjà, et je me suis dit que pour le coup ça me permettrait d'éviter de craquer de manière sûre et certaine à West-Hurlant. Du coup je me suis procuré Vaisseau d'Arcane, le tome 2 par Adrien Thomas, donc qui s'appelle L'Empire des Abysses, chez Mdemos, et j'avais vraiment bien aimé le premier tome. On est sur de la fantasy avec un petit côté un petit peu steampunk aussi dedans. Le premier tome était vraiment très chouette, par contre c'était quand même assez complexe, donc j'espère que je m'en souviens assez pour pouvoir me lancer directement dans ce tome 2. Et puis du côté un petit peu plus imprévu, parce que bon quand même j'étais à Gibert, donc voilà, forcément j'en ai profité. Je me suis pris Gris comme le cœur des indifférents par Pascaline Nolo. J'aime beaucoup l'écriture de Pascaline Nolo. Celui-ci c'est son tout petit roman qui est sorti chez Scrinéo, qui fait une centaine de pages et qui parle de violence conjugale et de violence au sein d'une famille. Et j'ai également pris 2 mangas. Ouais, apparemment j'ai eu une folie manga au mois d'avril. Je me suis pris du coup le tome 2 et le tome 3 de La déesse de 3000 ans par Fumita Kato. C'est aux éditions Michel Lafon dans leur collection de mangas. J'avais bien aimé, oui et non, le tome 1. Les dessins étaient très jolis, l'histoire était plutôt sympa, mais le déroulé était quand même assez classique. Après, comme c'est une série qui est terminée en 3 tomes, ça m'a quand même donné envie de la lire et de la terminer. Si ça avait été une série en 6, 8, 9 ou 15 tomes, je pense pas forcément que je l'aurais lu, mais comme c'est en 3 tomes, j'étais quand même assez curieuse de voir ce que ça allait donner. Après tout ça, on va pouvoir enfin passer à proprement parler à mes achats à West-Hurlant. Du côté des achats qui étaient prévus, j'en avais finalement assez peu, qui a laissé pas mal de place pour les craquages ensuite. J'avais prévu de me prendre La Cité diaphane par Anouk Faure aux éditions Argile. Ici c'est un roman de fantasy adulte, apparemment assez mystérieux, assez sombre, un peu glauque. Ça me disait vraiment bien. Parce que pour l'anecdote, il y a pas mal d'années de ça, j'ai fait un rêve dans lequel je lisais un roman de fantasy qui était vraiment top, dans lequel j'étais hyper prise, et c'est un roman de fantasy qui n'existe pas. En me réveillant, je me suis dit qu'en fait c'était peut-être parce que ce livre-là, il fallait que ce soit moi qui l'écrive,
Sauf que depuis tout ce temps-là, je n'ai absolument pas commencé à écrire le moindre mot, la moindre ligne de tout ça. J'ai juste une note dans un téléphone et puis dans mon ordinateur qui regroupe, on va dire, les idées principales. Ça, c'était il y a quand même pas mal d'années. Et assez récemment, du coup, les éditions Argile ont annoncé la sortie de ce roman-là pour le mois de février, je crois. Et quand j'ai lu le résumé, quand j'ai lu le premier paragraphe du résumé, je me suis dit que quand même ça ressemblait vachement à mon rêve en question. Après pour le coup la suite du résumé pas du tout, donc je sais que ça ne parle pas du tout de la même chose, mais voilà, juste pour ça c'est vrai que forcément ça m'intriguait parce que si ça ressemble autant à ça, c'est aussi parce que c'est des thématiques que j'aime beaucoup en fantasy, donc voilà, dans tous les cas j'avais très envie de le lire. Anouk Faure, de son premier métier, est illustratrice et elle fait en fait des gravures. Oui, il y a quelques illustrations à l'intérieur du récit qui ont été faites du coup par Anouk Faure elle-même. Un autre achat qui était prévu, il s'agissait du dernier tome des Héritiers de Brisegne par David Brie, puisque j'ai lu les 4 tomes de la série jeunesse, et donc ce dernier tome c'est le dernier, c'est la conclusion de la série. J'avais également repéré depuis quelques temps la sortie de Sang d'écume par Magali Lefebvre aux éditions du Chat Noir. J'aime vraiment bien le catalogue des éditions du Chat Noir, tout ce qu'il publie ne me parle pas, mais il y a quand même pas mal de récits qui me font envie en général, et j'essaye de profiter des salons pour me les procurer. On est ici sur un petit roman qui fait une petite centaine de pages et ça parle d'un récit marin assez sombre et mystérieux, ça me disait bien, puis l'illustration est très jolie, mais c'est Mina M, donc forcément. Ensuite on va passer aux achats qui n'étaient pas prévus. Alors j'ai pas spécialement explosé mon budget, c'est juste que j'avais juste prévu globalement d'acheter ces 3 là, donc voilà, je savais que j'en achèterais d'autres. Tout d'abord, ça pour le coup complètement imprévu parce que je savais pas qu'elle les aurait, j'ai pris les 2 petits récits de Morgan of Glencoe, donc qui a écrit la série de La Dernière Geste que j'aime beaucoup. Ici on est sur des récits complètement différents qui font une soixantaine, 75 pages chacun. Et je crois que c'est du contemporain en plus, donc voilà, vraiment très très différent de La Dernière Geste. Donc Le goût salé des embruns et des étoiles dans la peau. Toujours du côté des petits craquages, alors vraiment petits craquages, j'ai découvert les éditions 1115 que je ne connaissais pas, ou 1115, je sais pas très bien comment ça se prononce. Ils font une petite collection de nouvelles à 2 € chacune, donc c'est pour ça que je vous dis vraiment petit craquage. Je me suis pris donc Infiniment par Louise Roulier, c'est celle qui a écrit Grain de sable pour lequel j'avais voté dans le PLIB et que j'avais beaucoup aimé. Voilà, c'était pour moi l'occasion d'aller la voir, de discuter avec elle, et puis comme j'avais pas mon exemplaire de Grain de sable à faire dédicacer, parce que avec tous les déménagements c'est toujours un peu compliqué, du coup j'ai pu passer lui faire dédicacer ça. Donc je sais que c'est de la SF, mais voilà, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Donc ils font à chaque fois je crois une trentaine de pages à peu près. Et puis les 2 autres que j'ai pris, je les ai pris pour les auteurs, parce que ce sont 2 auteurs que j'aime beaucoup. Donc La Machine différente par Jean-Laurent Del Socorro, qui est le seul récit de Jean-Laurent Del Socorro que je n'ai pas lu a priori. Le Roi de la Clairière suivi de Ce que l'homme croit par David Brie, qui est un autre auteur que j'aime beaucoup et dont j'ai lu à peu près tous les récits, à part celui-ci, et c'est plus ancien. Ensuite, du côté des craquages un petit peu plus imposants, beaucoup plus imposant, je me suis procuré Les Chroniques des Fleurs d'Opale, le tome 2.2, donc La fougue du lys. C'est donc par Yelena. J'avais beaucoup aimé le premier tome des Chroniques des Fleurs d'Opale, donc qui était en 2 parties. J'ai pas encore lu le 2 partie 1 et du coup c'est pour ça que j'avais pas encore acheté celui-ci, sauf que comme elle était là, je me suis dit que c'était l'occasion, ça me permettait de pas payer les frais de port. On reste dans la fantasy, je me suis également procuré Elvira par Tiffs, donc c'est sous-titré donc Qui va des clans unifiés. C'est aux éditions Plume Blanche et j'ai aussi eu une jolie dédicace. J'ai également pris des illustrations d'ailleurs chez Tiffs. Donc Elvira, c'est une sorte de séquelle qui se passe après sa duologie qui s'appelle Alunia. Alunia, en fait, ça me disait pas forcément tant que ça, c'est-à-dire que l'univers, etc. me disait bien, mais qu'il y avait certaines choses dans le résumé et dans les avis qui me laissaient penser que c'était peut-être pas forcément tout à fait ma came, dans le sens notamment où c'est assez young adulte dans la narration, avec une romance qui est assez importante. Voilà, quelques éléments comme ça qui me faisaient dire que c'était peut-être pas forcément 100% ce que j'avais envie de lire. Par contre, le résumé de Elvira me disait vraiment bien. Du coup, j'en ai profité pour parler avec Tiffs et puis voir avec elle ce qu'elle en pensait, si ça valait le coup quand même de lire Elvira. Elle m'a dit du coup qu'on pouvait complètement le lire à part, mais comme ça se passe 5 ans après, on sera un peu spoilé sur les personnages qui vont survivre, etc. dans Alunia. Mais voilà, que ça gênait pas le récit. Et puis par rapport à ce que je lui ai dit de ce que j'aimais lire, etc., elle m'a dit qu'effectivement Elvira me conviendrait
probablement plus. En plus de ça, celui-ci c'est un one shot. Après, rien ne m'empêche, si j'aime vraiment beaucoup, de lire Alunia ensuite. Et puis pour terminer, du côté des jolies choses, je me suis procuré 2 ouvrages aux éditions du Lumignon. J'avais déjà acheté d'autres de leurs livres, je crois que c'était aux Imaginales. Et donc cette fois-ci, je me suis procuré Le bois sans dessus-dessous et autres histoires contées par Clémentine Ferry et Sanoé. Il y avait Sanoé en fait qui était là en dédicace. Ce que je ne savais pas du tout, je n'avais pas vu à l'avance, sinon j'aurais probablement amené Mémoire de la forêt. J'ai eu ma jolie petite dédicace. Donc ici on est sur une série, il y a maintenant 3 volumes, après ils peuvent se lire complètement indépendamment les uns des autres, qui mêlent un petit peu gourmandise et petites nouvelles avec des animaux, et c'est autour voilà, de différents éléments de nourriture. Donc celui-ci se passe plutôt dans la forêt et autour du thé. On a la maison au cola qui se passe autour du chocolat, et puis le dernier qui vient de sortir qui s'appelle La jungle pépin, qui est plutôt autour des fruits, etc., qui me faisait aussi bien envie. Et également sur les éditions du Mignon, juste à côté de Sanoé, il y avait l'illustratrice qui a fait donc l'extraordinaire almanach de la forêt. Et c'est également elle qui a fait la série avec les saisons chez les sorcières, qui commence je crois avec l'automne. L'almanach me disait vraiment bien parce que je trouvais ça super joli. Et du coup c'est vraiment présenté sous la forme d'un almanach, donc au fil des saisons avec les différentes choses qu'on peut manger, etc. Donc il y a vraiment voilà, de vraies informations dedans, mais encadrées on va dire par des petites anecdotes autour de sorcières, etc. Donc je trouvais ça vraiment trop chouette. Quand je l'ai feuilleté, j'ai vraiment craqué. Et du coup ça a été également dédicacé, illustré. Pour ce qui est sinon de mon retour sur le festival Ouest-Hurlant lui-même, c'est un festival que j'ai beaucoup apprécié. Je m'y suis rendue avec mon amie Mélina. On a toutes les deux du coup fait quand même pas mal d'achats. On a beaucoup aimé le concert de Morgana Oglenko le samedi soir, qui était une de nos motivations, une des choses qui a fini de nous décider à venir. Et puis globalement voilà, vraiment tout était top, la localisation, le parc était top. Toute l'organisation était vraiment top. Après il y a certaines petites choses qui ont pêché par forte affluence, c'est-à-dire que du coup les stands de nourriture ont un peu été dévalisés, et puis la partie de dédicace des auteurs invités était un petit peu chargée, mais voilà, je pense que ils s'attendaient pas forcément à ce qu'il y ait une telle affluence. Mais en tout cas c'était vraiment un super salon, et je pense que ça va continuer à grandir et à devenir un très beau rendez-vous. Sur ce du coup, moi je vous laisse, et puis je vous dis, je l'espère, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!